Bienvenue sur Confidentiel, le podcast de Belle et Rose. Aujourd'hui, nous sommes dans le lieu emblématique nîmois du Napoléon et nous avons la chance de recevoir Alix. Bonjour Alix. Bonjour Marlène. Alors Alix, l'année dernière, nous avons eu la chance de recevoir ton épouse, Anne, qui est venue témoigner de son parcours en tant qu'accompagnante. Il y a quelques jours, tu as manifesté ton envie de nous dire des choses aujourd'hui à travers ce podcast. Tu as plein de choses à nous dire en tant qu'accompagnant pour Anne, mais pas seulement. Avant de parler de la maladie, Alix, qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur toi ? Alors moi, j'ai 36 ans. Je suis tailleur de pierre, artisan. J'ai fait les compagnons du Tour de France. Et j'ai toujours travaillé dans le bâtiment, dans la rénovation, sur les églises, sur les cathédrales, les vieux mas, tout ça. Et je suis passionné de rénovation et de vieilles pierres. Ok, très bien. Je comprends bien que tu vas développer et nous dévoiler la suite après. Dans un premier temps, nous allons revenir sur ton rôle d'accompagnant. Tu as donc été l'accompagnant de Anne pendant son parcours pour un cancer du sein. Comment, en tant que mari, en tant que père et en tant qu'homme, tu as réagi? Quelles émotions tu as eues à l'annonce et pendant le parcours? Alors, notre histoire elle est un peu particulière parce que, en fait, on a découvert, hélas, un cancer chacun la même semaine. Donc, en fait, Anne avait une boule dans le sein et moi, j'avais une déformation au niveau d'un testicule. Et bon, moi je me suis dit, tu t'es cogné, tu t'es fait mal sur un chantier, ça va passer, c'est pas grave. Et Anne allait consulter en première, et on lui a découvert rapidement une anomalie. Et j'ai fait aussi les examens en même temps. Et la réponse à ces examens est tombée la même semaine, c'est-à-dire que Anne avait un cancer du sein et moi un cancer du testicule. D'accord. Donc on n'a pas vraiment réalisé en fait, ce qui nous arrivait. On s'est dit, on a un problème, on va régler le problème. Voilà. Et on ne s'est pas plus paniqué que ça. En fait, le plus dur, ça a été d'annoncer ça à la famille, quoi, en fait, pour nous. Parce que pour nous, c'était quelque chose qu'on allait gérer et on ne savait pas du tout à quoi on allait s'affronter. Voilà. Donc le départ, ça a été, on l'a bien géré, mais c'est quand on a commencé à vraiment rentrer dans la problématique du cancer, dans les traitements, que là on a commencé à réaliser ce que c'était et la montagne qu'on avait à gravir, quoi. Donc en fait, tu as été à la fois dans la même semaine le patient et l'accompagnant. Exactement, ouais. Du coup, tu as réussi à endosser les deux rôles en même temps? Alors pour moi, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, moi j'avais juste une opération à faire. Donc c'était assez léger comme traitement. Par contre, Anne, elle a eu directement de la chimiothérapie. Donc j'ai plus été accompagnant, en tout cas au début, parce qu'elle avait des traitements lourds et moi c'était un traitement, une opération voilà, sur une journée. Et c'était pas quelque chose de... Ça te semblait moins important en termes de protocole que ce qu'elle pouvait avoir. Du coup, alors c'est peut-être pas le bon terme que je vais utiliser, mais est-ce que ça t'a aidé, et c'est ça pas le bon terme, mais est-ce que ça t'a permis de vivre toi ta maladie différemment, le fait d'avoir ce rôle à endosser d'accompagnant auprès d'Anne? Ah oui, moi je me suis pas pris en compte du tout. Ouais. Je stressais pour Anne, mais pas du tout pour moi. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est que mon cancer était catégorisé aussi comme un petit cancer, comme un cancer plus facile à soigner que le sien. Donc je me suis moins inquiété pour moi, et puis je suis de nature plutôt inquiète pour les autres que pour moi-même. D'accord. Et en tant qu'homme, en tant que mari, c'est un peu notre rôle aussi de gérer la sécurité au foyer, quoi. Donc le poids en fait, des mots de ce qui t'a été annoncé a quand même joué un rôle quand tu dis mon cancer était catégorisé comme moins important ou du moins moins grave. Donc le rôle de la partie médicale t'a aidé toi aussi à te positionner et à voir comment... Oui, le diagnostic et le pronostic étaient favorables pour moi. Donc
ça a été rassurant. Et donc je me suis tout de suite intéressé aux problèmes qu'avait ma femme. Mais ça s'est avéré par la suite être plus compliqué pour moi, parce que par la suite il y a eu une récidive. Et donc j'ai eu droit à la chimiothérapie très lourde. Donc c'est pour ça que là que j'ai les cheveux courts. Donc j'ai aussi connu une part des traitements qu'a eu ma femme. Donc voilà, on a chacun reçu et donné chacun son tour. Du coup, pour revenir sur cette partie où tu t'es senti plus accompagnant, et après on reviendra sur la partie de la récidive, ce rôle d'accompagnant pour toi, ça semblait être une obligation ou c'est un choix que tu as fait à un moment donné? Est-ce que tu arriveras à mettre des mots là-dessus? En fait, nous on est un couple assez fusionnel, donc on est très bien ensemble et quand j'ai commencé à creuser la question de cette maladie, je voulais tout de suite faire des choses pour elle, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai découvert les soins de support, parce que nous, en tant que citoyens pas de la médecine, on n'a pas grand chose à faire, on se sent vraiment démunis et on est à la merci de la médecine et de l'évolution de la médecine. Donc étant donné que dans ces maladies-là, les médecins ne peuvent pas vous dire on va vous guérir à 100%, on se sent vraiment perdu. Et je ne pouvais pas rester comme ça les bras ballants à me dire ça passe ou ça casse, quoi. C'était une évidence. Voilà, c'était une évidence. Ouais, c'était vraiment une évidence de faire le maximum pour elle et pour nous et puis pour notre petite fille qui a 2 ans et demi. Maintenant ? Qui a 2 ans et demi maintenant, ouais. Du coup, maintenant, comme tu le dis, tant qu'on n'est pas confronté à ça, les soins support, on en entend parler, mais c'est vague, le rôle de l'accompagnant ou de l'aidant, pareil. Toi qui as endossé ce rôle d'accompagnant, qu'est-ce que tu penses de ce rôle-là? Est-ce que tu penses que l'accompagnant est assez accompagné? Est-ce que tu penses que ce rôle-là est valorisé, que ce soit auprès des personnes en parcours comme auprès de la société en général? Je pense que l'accompagnant commence à être pris en charge et commence à être regardé par les médecins comme partie prenante du soin. Je pense que ça a beaucoup évolué, même si c'est très dur d'être accompagnant parce que on se couche le soir la tête pleine de questions et on se lève le matin fatigué parce qu'on n'a pas eu les réponses. Mais pour moi, j'ai trouvé ma place en trouvant des solutions et en amenant ce qui est possible de faire. Et ces soins de support n'amènent pas la guérison, mais ont permis de mieux supporter des traitements qui sont très lourds, il faut le dire quand même. La réalité du cancer, c'est que les traitements sont très très lourds. Et on a besoin d'une équipe, parce que c'est un petit peu comme gravir une très haute montagne. Si on est tout seul, c'est pas du tout la même chose que si on a une équipe avec nous, des bouteilles d'oxygène et puis un staff derrière nous qui nous pousse, quoi. Donc moi j'ai pris ma part dans ce sens-là et de pousser pour pouvoir arriver à grimper cette montagne, quoi. Et Anne, puisque c'est elle la première à avoir eu un parcours avec de la chimiothérapie, elle avait conscience qu'il y avait cette équipe avec elle pour gravir cette montagne? Oui. Bien sûr, ouais. Après, l'équipe, des fois, elle peut être défaillante aussi. L'équipe, elle peut avoir peur. Elle peut avoir la trouille, comme ton mari disait dans un podcast. Et cette trouille-là, il ne faut pas qu'elle devienne paralysante. Ouais. Il faut en faire quelque chose. Et moi, ça a été par l'action et par comprendre, par essayer de comprendre cette maladie qui est complexe. Je comprends. Et est-ce que cette trouille, ou du moins des questions, des doutes que tu pouvais avoir, tu les partageais avec Anne, ou est-ce que tu le partageais avec d'autres personnes justement qui te servaient d'accompagnant à toi?
Alors j'ai beaucoup partagé avec Anne. Comme tout le monde, je suis allé sur internet, j'ai vu des choses et j'ai évité de partager le négatif. Et j'ai essayé de remplir la case du bonheur pour contrebalancer la case du malheur. Parce que quand on tombe dans le cancer, c'est un cauchemar, c'est tout un monde qui s'écroule en fait. On ne sait pas si on va pouvoir faire des projets, on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain, on ne sait pas si on sera encore là l'année prochaine. Donc il faut vraiment tout faire pour contrebalancer ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et on a plutôt réussi. Et aussi notre petite fille nous a beaucoup aidé à aller de l'avant. À avancer sur cette montagne. Du coup, dans tout ça, est-ce que toi, tu as quand même réussi à trouver ta place malgré tout dans ton parcours avant même cette récidive? J'ai bien compris, donc vous avez découvert vos cancers en même temps. C'est ça. Anne a eu de suite un protocole plus lourd que le tien. Mais malgré tout, tu restais toi, une personne quand même aussi qui avait été bousculée par la vie. Est-ce que tu as réussi à trouver ta place? Est-ce que ça a été évident dans cette pelote de laine un peu emmêlée, là, d'arriver à chacun trouver la bonne place Non, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Et puis, c'est en plus des maladies qui nous ont touchés très intimement. Hein. Ma femme, c'est un cancer du sein pour Anne et moi, un cancer de testicule. Donc, pour un couple de 35 ans, ça chamboule beaucoup de choses, comme on peut l'imaginer. Donc, ça n'a pas du tout été évident. Oui, j'imagine. Du coup, après, donc, Anne a passé son parcours. On s'est croisés à plusieurs reprises avec Anne. Et on s'est croisés un soir où elle a accepté de venir défiler l'année dernière, donc un défilé qui avait été organisé par une amie à nous dans le cadre de sa propre activité. Et je me rappelle de Anne très chamboulée à la préparation de ce défilé et qui le soir même était très fière de défiler devant toi et votre petite fille. Cette fierté se ressentait d'ailleurs, c'était très beau. Et je me rappelle aussi qu'elle m'a dit ce jour-là que tu avais une récidive. Comment ça s'est passé? Tu veux nous en parler? Comment tu t'en es rendu compte? Qu'est-ce que... moi, c'était des douleurs dans le ventre. D'accord. Comme la première fois? Non. La première fois, il y avait vraiment que l'aspect... En fait, j'ai été traité par opération. Ouais. Donc, ça s'appelle une orchidectomie. C'est une ablation du testicule et du cordon spermatique. Donc après, on peut quand même avoir des enfants derrière, on peut avoir des relations sexuelles, ça ne change pas ça. Mais dans mon cas, j'avais très peu de chances d'avoir une récidive, mais je l'ai eu. Déjà, mon cancer est un cancer assez rare. C'est, je crois, 5% des cancers. Et la récidive, c'est 5% de ces gens-là. Donc vraiment, je fais partie des choses très rares. Comme beaucoup, en fait, quand on commence à en parler. Et donc, c'est les ganglions au-dessus qui ont repris une activité cancéreuse, quoi. Donc là, c'était pas opérable, c'était forcément chimiothérapie sur 3 mois, dont 3 semaines à l'hôpital jour et nuit. D'accord. Pour être alimenté, parce que c'est une chimiothérapie qui abîme les reins, qui abîme le cœur, le foie, enfin, voilà. Donc à chaque séance de chimiothérapie, tu étais 3 semaines à l'hôpital ou c'était la première fois? Alors j'étais 1 semaine à l'hôpital complètement, 2 semaines à la maison avec des petites chimiothérapies. D'accord. Et encore 1 semaine, et ça 3 fois. Donc à la suite de ça, on sort complètement épuisé. Mais aujourd'hui, voilà, je peux dire que je suis guéri. J'aime pas dire en rémission parce que ça voudrait dire que il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je préfère dire que je suis guéri. Et c'est ce que les docteurs m'ont dit. La chimiothérapie a très bien fonctionné, tout a fondu, quoi. Okay. Parti, ou en tout cas est très petit.
Donc voilà, aujourd'hui on est deux, moi et ma femme guéris du cancer. Et ça amène beaucoup de questions. Oui, on y vient. Est-ce que tu as eu est-ce que médicalement on a pu te donner des raisons à ce cancer du sein ou tien? Est-ce qu'on a pu te dire c'est génétique, il y a telle cause, peut-être telle raison qui font que tu as été malade ou pas du tout? Est-ce que ça t'a poussé justement à aller chercher des raisons? Alors c'est ça en fait, moi je suis allé chercher des pourquoi, parce que d'avoir un cancer à 35 ans, alors il faut savoir que je fume pas, que je bois très peu, que j'ai toujours une activité physique. J'ai aucun facteur en fait aggravant, et donc je me suis posé la question de qu'est-ce qui pouvait se passer. Mon cancer, il est assez connu comme étant le cancer des ramoneurs, des petits ramoneurs qui allaient ramoner les cheminées à Londres au XVIe siècle et qui, avec la suie et les produits de la suie, attrapaient ce cancer-là. D'accord. Donc c'est un des premiers cancers environnementaux. Ok. Qui a été établi comme tel. Et en parlant avec deux oncologues, ils m'ont dit très clairement que ça pouvait être lié à mon travail avec l'exposition à des substances chimiques, de traitement du bois, de traitement de la pierre, des produits nettoyants qui sont perturbateurs endocriniens, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et quand j'ai commencé à chercher, quand j'ai commencé à regarder les produits que j'avais utilisés, je me suis aperçu qu'effectivement, ces produits-là étaient catégorisés dans ce problème-là. Et donc, aujourd'hui, c'est la seule raison explicable à un cancer aussi jeune et sans aucun antécédent familial. Ma femme, Anne, a fait les tests génétiques, ils n'ont rien trouvé. Et tu penses que ces perturbateurs endocriniens, alors c'est bien que tu en parles d'ailleurs en tant qu'homme, parce que souvent quand on parle de perturbateurs endocriniens, on pense plus aux femmes, alors que réellement tout le monde peut être touché par ça. Ouais. Mais tu penses que ça a eu aussi un impact sur Anne? Alors je pense que ça a eu un impact sur Anne parce que dans notre histoire de vie, on a rénové notre maison pendant 10 ans. D'accord. On a essayé de tout faire bien. Voilà, moi je suis un partisan du travail de la chaux, de la pierre, tout ça, donc voilà. Mais il y a certaines choses qui sont introuvables, on va dire, sans produits nocifs. C'est très compliqué en tout cas. Et donc on a utilisé des produits comme tous, quand on rénove, des produits qui sont problématiques. En tout cas, vous ne saurez jamais si c'est ça ou pas. Alors, la preuve absolue, on ne l'aura jamais. Oui. Ça, c'est sûr, on l'aura jamais. Mais ça reste des pistes. Mais quand deux oncologues me disent c'est très probablement ça, voilà, je préfère écouter la science. Après, chacun a sa personnalité et à chacun de voir ses propres raisons. Certains pensent que c'est un choc psychologique, d'autres pensent que ça vient de problèmes familiaux. Voilà, chacun se trouve. Mais disons que moi je suis plutôt resté sur le côté de la science. J'ai fait confiance à la science pour me soigner. J'ai fait confiance à la science pour comprendre ma maladie. Et ça t'aide de comprendre ? Oui, ça m'aide de comprendre, mais ça m'effraie aussi. Est-ce que ça te met en colère ? Ça m'a mis très en colère. Ça m'a mis très en colère de mettre en danger ma famille. Mais tu ne le savais pas non plus ? Non. Et peut-être qu'au quotidien, on a tous des actes qui nous mettent en danger sans qu'on s'en rende compte, malheureusement. Évidemment. Donc c'est bien que tu portes ce message-là aujourd'hui. Ouais. C'est ce que me disait mon oncologue, qui est une super oncologue. Me disait, mais en fait, tant qu'il n'y aura pas des mesures prises au niveau de décisions politiques, les personnes vont aller dans le magasin, ils vont acheter le produit le moins cher. C'est normal. Oui, parce qu'il est vendu. Et parce qu'il est vendu et qu'on fait confiance. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vraiment faire confiance
dans un tas de produits. On s'aperçoit que dans le maquillage, dans le parfum, dans l'eau, dans la nourriture, il y a beaucoup de choses qui posent vraiment de gros problèmes. Dans les jouets pour enfants, quand on refait la chambre de l'enfant qui arrive, on s'aperçoit qu'il y a vraiment, au niveau perturbateur endocrinien, c'est terrible, quoi. Et effectivement, on est victime et coupable à la fois, mais tant qu'on n'est pas informé, on ne peut pas prendre les bonnes décisions, quoi. Du coup, aujourd'hui, j'imagine que tout ce que tu me dis là, ça a forcément changé votre quotidien ou des actes du quotidien ou des choses qui font que vous consommez différemment ou que vous vivez différemment? Oui, bien sûr. Ouais, ça nous a beaucoup changé. On fait très attention aux polluants. Et surtout, on a creusé pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller mieux et rester en bonne santé. Et on a, notamment avec un oncologue que je connais qui est sur Aix-en-Provence, on a trouvé des solutions comme par exemple manger bio, qui apporte une solution dans l'alimentation, avec des études prouvées, notamment une étude sur Montpellier là, qui a été faite, qui prouve que une alimentation bio permet, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais à peu près 30% de cancer en moins, 20% de récidive en moins. Enfin, voilà, il y a vraiment des études qui sont portées là-dessus et qui sont intéressantes. Donc voilà, par exemple, une des choses qu'on a mis en place. Et du coup, est-ce que dans votre quotidien, d'avoir trouvé ces raisons-là, ou du moins d'améliorer votre quotidien, est-ce que c'est plutôt un sentiment qui vous apaise ou qui vous inquiète? Tu vois comment... Alors, les deux. Quand je suis informé des nouveaux polluants, voilà, tout le monde a entendu parler du polluant des PFAS sur les poils en téflon, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, quand je suis informé de ces nouveaux polluants, effectivement, ça me met énormément en colère. Mais après, vu que j'arrive à avoir une action, j'avance, quoi. Voilà, j'avance. On avance dans un monde qui est complexe. Et on est pris dans ce tourbillon-là, quoi. Après, c'est pour ça aussi que je suis là aussi. C'est ce que j'allais te dire, je pense que c'est les messages que tu voulais aussi porter aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que maintenant, en étant informé de ces choses-là, on a envie de protéger tout le monde, en fait. On a envie de protéger tous ceux qu'on connaît, toute sa famille, et parfois on le fait de manière un peu maladroite. Et les gens ne vont pas forcément comprendre le message, parce que nous, on a été traumatisés par la maladie. Et les gens en face ne vont pas comprendre, ils vont dire « Ah oui, mais il faut bien mourir de quelque chose » ou voilà, ce genre de choses. Mais nous, on sait ce que c'est de s'approcher de la mort. Donc, on ne peut pas tenir ce discours-là, quoi. Enfin, en tout cas, moi... Non, je partage. Quand on l'a touché du doigt, c'est pas pareil quand même. Voilà, c'est pas pareil. Donc, pour moi, pour ma femme, pour ma fille, je peux pas... Je minimise le risque, voilà. Et j'aimerais ouvrir les yeux à beaucoup de gens, mais c'est complexe, quoi. C'est complexe parce que... Parce que chacun a son point de vue, son mode de vie, son environnement. C'est ça. Et puis tout le monde a besoin de travailler. Et beaucoup de travail, beaucoup de métiers participent à la pollution. Donc, oui, ou des modes de vie ou de la façon dont on travaille, rester assis toute la journée. Enfin, il peut y avoir d'autres choses finalement que de travailler avec des composants dangereux. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu as repris ton activité? Pour l'instant, là, je suis encore en arrêt. Ok. Tu vas la reprendre? Je réfléchis à une reconversion parce que moi, c'est un métier qui est assez destructeur au niveau de la santé quand même. Donc, je suis passionné par mon métier, mais je réfléchis à... Tu le feras plus pareil. Voilà, une reconversion. Vers quelque chose de plus doux. Oui. Oui, puis peut-être que tu aurais du mal à reprendre une activité quand tu sais que quelque part tu manipules des
produits qui peuvent être nocifs ou... C'est ça. Alors, bon, après, c'est pas le cœur de mon métier, les produits nocifs, hein, mais c'est plutôt vraiment la pierre et ça reste assez sain. Mais c'est vrai que parfois, on travaille dans des vieilles maisons, tout ça, et c'est pas toujours très sain. Revenons à ton parcours. Est-ce que du coup, quand on est jeune, voilà, moins de 40 ans, qu'on a une vie de famille, une petite fille, est-ce que la maladie, donc tu l'as dit, hein, c'est un vrai chamboulement, est-ce que ça a ouvert chez toi un sentiment de vulnérabilité pendant, est-ce qu'aujourd'hui encore tu es dans ce sentiment-là, et est-ce que ce sentiment-là, il est dur à appréhender ou au contraire, il est précieux parce que ça permet de voir les choses différemment? C'est les deux. En fait, moi, je me croyais fait en inox. Hein, voilà, je me croyais indestructible, quoi. Et là, d'un coup, on se sent vraiment vulnérable. Donc, ça fait très peur. C'était pas du tout les plans qu'on avait prévus. Mais en même temps, la vie, elle prend une autre saveur. Et il y a des choses qu'on va savourer plus qu'avant. Parce qu'on réalise que ces petites choses-là sont très très importantes, quoi. Donc on n'attend plus les grandes vacances pour être heureux, quoi. Voilà. C'est que juste de jouer avec ma fille ou d'aller promener, boire un café. Je me dis que tu apprécies les moments. C'est déjà énorme. Et que même dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu être soigné, j'ai pu être traité. Et que hélas, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur les soins oncologiques. Même si l'accueil et la prise en charge a vraiment évolué, hein. Moi, mes parents étaient infirmiers et ils m'ont raconté comment ça se passait il y a 40 ans. Évidemment, c'était pas du tout la même chose. C'était pas du tout la même chose. Mais je pense qu'encore le mieux, ce serait encore d'avoir une réelle prévention pour éviter à des gens de vivre ça, quoi. Parce que certaines personnes vont dire oui, moi c'était une chance, mon cancer, tout ça. Mais j'ai du mal à le vivre comme ça quand même. Voilà. C'est sûr que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, mais j'aurais préféré rester inconscient. Ouais. Oui, tu aurais appris différemment. Voilà. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans la prévention, en fait, le sens de ce mot, il est large. Ça peut être le dépistage, mais finalement, d'après ton témoignage d'aujourd'hui, c'est pas que ça. C'est pas juste venez, on fait un examen et on voit s'il y a quelque chose ou pas. C'est de faire de la prévention avant, d'apporter des gestes du quotidien qui fassent qu'on puisse éviter certaines choses. Alors, tu parlais de tes parents infirmiers à 40 ans. On parle de la prévention et de les perturbateurs endocriniens. Il y a 40 ans, on n'en parlait pas. Non, on n'en parlait pas. Donc on en parle petit à petit, mais comme tout va très vite, peut-être que cette phase de prévention, elle va moins vite que le reste. Que le reste, oui, c'est vrai. Alors c'est sûr que le diagnostic reste déterminant et qu'il faut aller vite et que si quelqu'un a une boule quelque part, notamment pour moi c'était sur un testicule, il faut pas traîner. Voilà, faut pas traîner. Moi j'ai traîné un peu. Bon ça s'est réglé quand même, mais il faut pas traîner, quoi. Voilà. Mais sûrement que si j'avais été plus attentif aux produits agressifs, que j'avais porté par exemple plus le masque, j'en serais pas arrivé là, quoi. Oui, donc, en tout cas, tu ne le sauras jamais, mais ça reste une piste. Bien sûr, bien sûr. Du coup, donc, vous avez partagé vos parcours respectifs en même temps avec Anne. Malgré tout, est-ce que tu t'es sentie... j'essaie de m'imaginer, de me projeter dans cette situation-là qui semble improbable. Est-ce que vous vous êtes quand même sentis du coup à deux à traverser cette épreuve, ou est-ce que, du moins pour toi, il y a eu une sorte de solitude? Je sais par exemple, pour avoir été malade, même si j'étais très entourée, il y a des moments où j'étais seule face à la réalité, aux douleurs. Là, quand on est malade en même temps, est-ce qu'on se sent parfois seul? Est-ce qu'il y a un sentiment d'être plus puissant parce qu'on est à deux? Comment... Je me suis jamais senti seul. J'ai vraiment eu cette chance-là. Je me suis jamais senti seul. J'ai été
J'ai été très entouré par ma famille, par mes amis. Mais je veux dire, cette peur qu'on peut... on peut être parfois très accompagné, mais ce sentiment d'être malgré tout seul dans le parcours. Est-ce que le fait de le partager avec Anne, il y a des émotions certainement que vous avez partagées, que tu n'aurais pas partagées si elle ne passait pas le parcours en même temps ou... Ouais, alors c'est sûr qu'on se comprenait, notamment sur la fatigue des traitements. Il y a des choses que vous n'aviez pas besoin de vous dire. Voilà, elle savait que quand j'étais fatigué, elle l'avait vécu et elle savait ce que ça voulait dire, quoi. Que c'est pas une petite fatigue, c'est une extrême fatigue. Donc non, on a eu cette chance-là de ne pas se sentir seul, je pense. De savoir en fait, l'un et l'autre, vous saviez ce que vous alliez... Ouais. Et après, l'entourage a fait parfois maladroitement. Ça aussi, c'est vrai que j'aimerais en parler un peu. L'entourage compte beaucoup, mais parfois c'est un peu maladroit, quoi. Les gens vont vous donner un tas de conseils. Ça peut être, je sais pas, moi, par exemple, prendre de la vitamine, manger du miel, manger de la viande, ne pas manger de viande, ce genre de conseils. Mais en fait, nous, dans ces moments-là, on a juste besoin de présence et que les gens soient là. Pour les conseils, je pense qu'il faut laisser ça aux professionnels. Je pense qu'il faut laisser ça aux oncologues, aux soins de support, voilà. Parce que la famille aussi a très peur, a la trouille et veut faire quelque chose, veut aider. Se sentir utile, voilà. C'est ça, et aider. Et vu qu'on est dans quelque chose de complexe, une maladie qui est complexe, ils comprennent pas pourquoi, et ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, et chacun prend sa part de responsabilité un petit peu et culpabilise. Donc nous, on a juste besoin d'une présence, voilà. Et ça, je pense que... Tu penses que les gens culpabilisent de quoi? D'être là, d'être trop là, de ne pas être assez là, de ne pas savoir comment faire? Je pense que les parents déjà peuvent culpabiliser en se disant j'ai pas réussi à ce que mon enfant, même s'il a 35 ans, garde sa santé. Ensuite, ils peuvent culpabiliser s'ils sont loin, s'ils ne sont pas assez présents, quand ils vous voient vraiment malade, ils ne savent pas quoi faire. Donc tout ça, ça fait une émulation et parfois ça peut être trop envahissant. Donc ça m'a été d'une grande aide, hein, par contre. Voilà, j'ai un ami qui a passé une semaine avec moi à l'hôpital. Ouais. Voilà. Tu t'en souviendras toute ta vie. Mais, aujourd'hui, comment tu vas, Alix? aujourd'hui, ça va. Ça va. Mmh. Tu as fini ton protocole, donc? Ouais. Anne aussi? Ouais. J'ai fini mes traitements. Bon, la chimio agit encore, en fait. Ouais, la chimio va agir encore 6 mois. Okay. J'ai fini le 23 décembre de l'année passée. Mais j'ai une bonne forme. Je fais du kiné, je fais du sport. Voilà, donc ça va en fait. À part ça, ça va. Ça va. Ouais. Ok. Ouais. Alors quand on a préparé ce podcast, je t'ai demandé si tu étais ok pour amener un objet qui avait du sens pour toi, dans ton parcours ou dans ta vie. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as amené, peut-être le décrire pour les personnes qui vont écouter le podcast et qui ne vont pas le voir? Alors, c'est un livre du docteur Jean-Loup Mouisset. Et c'est un docteur qui est oncologue et qui est sur Aix-en-Provence et qui travaille sur l'oncologie intégrative, c'est-à-dire associer les traitements oncologiques, donc la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, avec des soins de support. Avec la nutrition, par exemple, l'ostéopathie, des massages, un psychologue, tout ça. Et il amène ça avec des preuves scientifiques, comme quoi ça joue vraiment sur les pronostics,
sur les récidives, etc. Donc ça nous permet à nous, malades, de prendre en main un peu notre santé et ne pas juste subir des traitements qui souvent nous rendent plus malades que notre cancer dans un premier temps. Oui, bien sûr. Donc c'est un docteur qui est assez formidable, qui a créé un centre ressources à Aix-en-Provence, qui en crée partout dans la France, notamment à Montpellier, et qui permet gratuitement à des gens malades d'avoir accès à des soins de support. De soins de support. Voilà. Ok. Donc dans ce livre, il explique aussi comment fonctionne le cancer. Moi personnellement, ça m'a aidé de comprendre d'une manière scientifique comment ça fonctionne. Et ça m'a aidé à décrypter un peu cette maladie et à savoir qu'il y avait des choses à faire pour aider la guérison. Ok. Donc je le conseille à tous ceux qui... C'est très intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les soins de support, on en parle beaucoup plus qu'auparavant. Et ça permet, ce que je dis, il faut toujours faire attention au fond et à la forme. Ouais, on dira que le fond, c'est les traitements et la maladie, et la forme, c'est comment on va le vivre. Et les soins de support, comme tu l'as dit, permettent de vivre différemment. On n'est pas que des patients, on reste des personnes. Et du coup, il n'y a pas que la partie médicale, il y a la partie personne et accompagnement qu'on peut avoir autour du bien-être. Et puis voilà, un autre mode de vie après la maladie. Donc en fait, ton objet aujourd'hui, c'est plus un partage que tu voudrais faire aux personnes qui vont nous écouter ou nous regarder. Il y a d'autres livres qui font référence, mais celui-là, il est porteur d'espoir et il est porteur d'une énergie positive. Sans rentrer dans le charlatanisme, bien sûr, parce qu'il faut quand même s'en méfier. Moi, à titre personnel, j'ai rencontré un thérapeute qui m'a dit de ne pas faire les chimiothérapies et que les chimiothérapies allaient me tuer. Voilà. Donc, quand on est malade du cancer, il y a aussi ce genre de personnes qui gravitent autour et qu'il faut faire attention. D'accord, qu'il vaut mieux éviter de fréquenter. Voilà. On est la cible et on est très vulnérable. Donc on est la cible aussi de personnes pas forcément mal intentionnées, mais qui ne sont pas au point sur la science et la médecine d'aujourd'hui. Oui, comme tu le dis, en fait, c'est un moment où tout s'effondre, on perd nos repères. Voilà. Et dans ces moments-là, on peut être parfois prêt à tout entendre, même des choses qui, avec le recul, quand on en parle aujourd'hui, ne semblent pas entendables. Mais... Voilà, mais quand on est perdu et quand on a la trouille, voilà, et surtout que les médecins ne se prononcent pas en vous disant « mais vous inquiétez pas, ça va être à 100%, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne savent pas. Et chaque personne réagit différemment. Donc si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « vous inquiétez pas, prenez des plantes et vous allez guérir », forcément c'est rassurant. Et puis l'entourage compte beaucoup dans ces moments-là, parce que j'imagine que quand on est seul, on ne prendra pas forcément la même décision que quand on est en entourage et qui on peut en parler, avec qui on peut décider de certaines choses, que ce soit un protocole médical ou d'autres conseils moins avisés qu'on pourrait écouter. Ok, Alix, en conclusion, qu'est-ce que tu voudrais nous dire ? Je voudrais vous dire de faire attention à sa santé, qu'on n'est pas fait d'inox et de prendre soin de sa famille, parce que dans ces moments-là, c'est la famille et les amis qui sont là. Et ça fait un peu le tri aussi. On voit les personnes qui sont là que pour boire des coups et les autres qui sont là aussi dans les moments très durs. Donc prenez soin de vous et bonne santé. Merci beaucoup, Alix. Est-ce que je peux te faire un petit câlin ? Merci de ce témoignage. C'était super.